Sera également enregistré. Merci Julie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre webinaire. Je suis Olivier Ocelli, je suis le directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Je remercie d'ores et déjà toute l'équipe que je vois ici autour de moi de l'Office pour tout son investissement et la qualité de ces webinaires. On est vraiment ravis de vous avoir sur ces webinaires vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre. Et voilà, ça fait partie, comme vous le savez, toute cette démarche de tourisme durable, c'est un peu la colonne vertébrale de notre stratégie sur les années à venir. Je vous rappelle qu'il y a toute une feuille de route qui a été rédigée. N'hésitez pas à aller la consulter sur Agora Tourisme Bordeaux, le site web Agora Tourisme Bordeaux. Une feuille de route avec 32 actions bien concrètes et qui va nous emmener jusqu'en 2026 et donc chaque année avec des objectifs bien précis. C'est vrai que ce sujet qui est traité ce matin est extrêmement important et intéressant, que ce soit donc la communication interne et externe sur ce que l'on peut faire en termes de développement durable, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça à communiquer. On sait que c'est quelque chose de très important pour nos structures. Nous, notamment au niveau à l'échelle de l'Office, on a été labellisé, et puis on l'est toujours, ISO 20121, donc une certification assez forte. Et on s'est rendu compte, sur les 4 dernières années où on a vraiment structuré ce tourisme durable déjà à l'Office, on voulait déjà être un exemple pour vous tous. On s'est nous, mis de notre côté dans cette démarche-là notamment et dans plein d'autres démarches, mais je ne vais pas les décrire aujourd'hui. Alors déjà, en communication interne, on s'est rendu compte que c'était extrêmement positif en termes eh bien de communication interne, c'est-à-dire de dossiers transversaux, d'appropriation de la stratégie par les collaborateurs. À l'Office, on est une soixantaine de collaborateurs. Et c'est vrai que avoir cette stratégie de développement durable satisfait énormément de personnes chez nos collaborateurs parce qu'elles sont bien dans l'air du temps, dans ce qu'on doit mettre en place, il nous semble important. Et c'est vrai que ça donne une dynamique déjà au sein des entreprises. C'est ce qui vous sera un peu décrit aujourd'hui. Au sein des entreprises, c'est déjà très positif. On essaye aussi de faire avancer la sensibilité au sein de notre entreprise aussi. Et puis ensuite, le faire savoir à l'extérieur. Ça aussi, c'est pas évident. Et là-dessus, on compte sur vous parce que c'est clairement, c'est un peu le titre de notre feuille de route, hein, c'est de faire de Bordeaux une destination modèle du tourisme durable, un peu leader. Et c'est vrai que plus on est nombreux à communiquer à l'extérieur sur tout ce que l'on fait dans ce sens-là, et plus notre stratégie sera reconnue. Elle est déjà pas mal reconnue au sein, en tout cas, du secteur du tourisme, qui est de nos pairs. On est déjà assez reconnu depuis ces 4 dernières années, notamment avec la place que l'on a réussi à avoir au cinquième mondial sur le GDS Index, qui est un baromètre qui fait autorité sur le tourisme durable pour les destinations, notamment les métropoles, les villes partout dans le monde. Donc voilà, on a déjà gagné cela, mais c'est vrai que plus on est nombreux à communiquer là-dessus, et plus on va faire boule de neige, et plus Bordeaux sera mis sur le devant de la scène. Ça reste notre stratégie. Le développement économique est très important pour nous du tourisme. On a encore pas mal de choses à développer, notamment sur le tourisme loisir, d'affaires, de proximité. Toutes nos équipes s'y emploient. Et donc voilà, donc on compte sur vous et on espère que ce webinaire va vous aider à encore mieux communiquer à l'externe. Je suis certain que vous le faites déjà très bien. Et ça sera aussi l'occasion de parler de la manière dont on communique. Je remercie Sophie Duprat de la Mona d'être avec nous pour nous parler un peu du numérique.
qui pose pas mal de questions sur la manière dont on peut l'utiliser. Et c'est vrai que nous aussi, on a été pilote là-dessus. On essaye avec Loïc, qui est ici présent, notre community manager, eh bien d'avoir une communication responsable. Alors, on va vous en parler un peu, Loïc va vous en parler. C'est quelque chose que l'on défriche, hein. On est au tout début, on est parmi les premières destinations à avoir pris cela en compte dans notre communication et la manière dont on communique. Et c'est assez passionnant eh bien, de travailler dans ce sens-là. Et donc, c'est vrai que ça donne beaucoup de sens à tout ce que l'on fait. Voilà, merci à tous. Je vous laisse dans les mains de Nour et Julie. Et merci encore à vous deux pour l'organisation de ce webinaire. Merci Olivier. Je vais partager mon écran pour laisser la parole à Nour. Alors, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout d'abord poser les bases de ce qu'est la communication responsable. Alors là, l'ADEME, donc l'Agence nationale de la transition écologique, nous donne une définition assez précise. Donc, la communication responsable, c'est une communication qui est plus sensible aux enjeux écologiques, qui est davantage à l'écoute des habitants de notre planète. C'est une communication qui est responsable autant sur les contenus que sur la manière de les délivrer. Donc là, on a fait un petit rappel des 6 commandements de la communication responsable. Donc tout d'abord, en premier, ton support, tu éco-concevras. Donc là, il s'agit de faire attention à utiliser le support adéquat. Donc là, pareil, l'ADEME nous donne des indications assez précises. Pour des informations qui sont de longue durée, il vaut mieux privilégier le format papier qui va pouvoir être réutilisé dans le long terme. Et au contraire, si on communique sur une information de courte durée, dans ce cas-là, il va mieux falloir l'héberger de façon numérique en faisant attention de bien supprimer les contenus par la suite pour ne pas que ça soit stocké sur des serveurs qui continuent de tourner. Et pareil, quand on fait recours à du numérique, on fait attention de bien compresser ces images et d'éviter les formats vidéo qui sont les formats les plus lourds et donc les plus pollueurs, les plus consommateurs de données. La deuxième règle, c'est le message que tu portes, tu soigneras. Donc là, il s'agit de faire attention au message que l'on porte, utiliser sa communication à bon escient. Donc profiter de communication, ça peut être une communication de promotion. Je vais donner un exemple. Vous communiquez sur des rénovations, vous avez une nouvelle capacité d'accueil, vous pouvez très bien glisser un message de sensibilisation. Le saviez-vous notre établissement a installé des détecteurs de mouvement. Cela nous permet de réduire de temps notre énergie. Ou ça peut être aussi une communication carrément sur vos engagements responsables. Mais ça, on va l'aborder un peu plus tard dans le webinaire. Avec tes parties prenantes, tu dialogueras. Donc, on le rappelle souvent à travers nos webinaires, nos interventions. Le développement durable, le tourisme durable, ce n'est pas que l'environnement, il y a aussi tout l'aspect social et sociétal. Et donc là, il s'agit d'écouter ces parties prenantes, les personnes avec qui on travaille, parce que la communication, ça commence par l'écoute. L'impact social, tu n'excluras pas. Donc là, pareil, si vous travaillez avec des annonces, des agences, des fournisseurs, donc là encore, c'est vos parties prenantes. Faire attention que vous avez des relations éthiques avec ces personnes. Donc, est-ce que les personnes avec qui vous travaillez ont des politiques responsables? Est-ce que les personnes sont rémunérées de façon éthique? Et il y a également toute la question de l'accessibilité de ces supports de communication. Est-ce que mon support de communication est accessible pour des personnes en situation de handicap visuel, auditif? Et ça, je vous renvoie d'ailleurs vers notre précédent webinaire qui portait sur l'accessibilité et l'inclusion. On va vous mettre le lien juste après, qui parlait de tous ces sujets. Les fake news, tu combattras. Donc, on est toutes et tous malheureusement victimes d'infobésité. Donc, l'infobésité, c'est le fait d'être face à un surplus d'informations au quotidien. Et là-dedans, on a toutes et tous une responsabilité dans le tri de nos informations, ne pas faire des communications à tout va et faire surtout très attention aux sources quand on relaie des communications. Et enfin, le greenwashing, tu banniras. Donc, pour rappel, le greenwashing, c'est une méthode de marketing qui consiste à communiquer au public en utilisant l'argument écologique de façon trompeuse pour améliorer son image. Donc là encore, on fait très attention quand on communique sur des choses qu'on a mis en place. Il faut bien être en mesure de les prouver et communiquer sur des choses qui ont réellement été mises en place.
Voilà, donc ça, c'était pour poser les bases. Et maintenant, je vais laisser la parole à Julie qui va vous parler nudge marketing. Merci Nour. Je vous propose ce matin une petite restitution d'un livre que j'ai lu sur le Green Nudge comme outil de sensibilisation de ses clientèles, même si on va voir que ça peut aussi avoir une application en interne. C'est un livre d'Éric Sinclair que j'ai lu il y a 1 an et parce que j'en entendais beaucoup parler en conférence sans vraiment savoir comment on pouvait le mettre en place. Alors, déjà, c'est un concept un petit peu surprenant, le nudge, quand on n'en a jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de l'anglais qui signifie coup de pouce. Donc, c'est une petite intervention ludique et facile à mettre en œuvre. Le concept du nudge, c'est que généralement, ça ne coûte rien, ou très peu, et c'est simple à effectuer, mais ça peut avoir un effet assez fort pour faire adopter un comportement qu'on a envie de faire adopter. Donc, dans notre cas, évidemment, plutôt un comportement responsable. Il va s'agir de changer l'ordre de présentation des choix possibles pour permettre d'orienter la prise de décision. Alors, une définition comme ça a l'air un petit peu concret. Je vous propose de voir ensemble quelques exemples pour le rendre un petit peu plus factuel. Alors, je suis ravie de vous présenter le nudge le plus rapide de l'histoire. L'image est un peu pixelisée, mais je vous rassure, vous voyez bien, il s'agit d'une mouche au milieu d'un urinoir qui permet à ces messieurs de viser un petit peu plus droit et qui a montré ses preuves. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de ludique et assez simple à mettre en place. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le développement durable et la sensibilisation à l'environnement ? Le constat de base du livre que j'ai lu, c'est que le réchauffement climatique, perte de la biodiversité, on est tous au courant des causes qui engendrent ces effets-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait peu pourquoi est-ce qu'on se prend assez peu en main? Le constat est que la simple information ne va pas suffire à faire changer les comportements parce qu'on n'est pas des êtres rationnels. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Kahneman qui est prix Nobel d'économie en 2002 pour avoir conçu le concept de l'économie comportementale dans les années 70. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que notre cerveau fonctionne à 2 vitesses. On a un système de pensée rapide qui nous permet de faire des raccourcis mentaux qui vont nous faire prendre des décisions assez rapidement et économiser nos ressources. Et on a un système de pensée lent où on va vraiment sous-peser une décision en regardant ses avantages, ses inconvénients, et ça va évidemment demander pas mal de concentration et d'effort. La réalité, c'est qu'on prend la majorité de nos décisions avec notre système de pensée rapide parce que c'est forcément plus efficace face aux ressources énergétiques qu'on va investir. Alors, en fonction de quoi est-ce qu'on prend ces décisions? En fonction de la simplicité, de nos émotions ce jour-là, de facteurs sociaux. Donc, finalement, cette irrationalité-là, elle est assez prévisible. Lorsqu'on l'applique au développement durable, ça aboutit à plusieurs biais. Je vais en parler rapidement parce que ça va vous permettre de comprendre comment justement on peut venir agir auprès de nos clientèles en venant répondre à ces biais-là. C'est tout le concept du nudge. Le premier biais, c'est celui de l'inertie. Le fait qu'on évite généralement les changements, même s'ils sont mineurs ou souhaitables. Et ce biais-là a une cause biologique et une cause psychologique. Souvent, les habitudes et les automatismes vont renforcer notre capacité à faire plusieurs choses à la fois et donc, encore une fois, ça va réduire notre consommation énergétique dans le cerveau. Et donc, finalement, la part de nos habitudes dans nos actes quotidiens, c'est 50%. C'est pas anodin. Le deuxième biais, c'est celui de la surconfiance. Lorsqu'on effectue une tâche, on va avoir tendance à surestimer sa réussite globale, comme toutes les personnes qui peuvent jouer à l'euro-million ou au loto parmi l'audience ce matin. On va avoir un petit optimisme structurel en se disant qu'on peut gagner. Le biais de confirmation, c'est de considérer qu'on va aller chercher finalement des informations qui vont venir confirmer ce qu'on pense déjà. Et donc, on va chercher plutôt une confirmation de notre opinion plutôt que d'aller chercher des informations un peu divergentes. Le quatrième biais, c'est celui du temps présent. Fin janvier, on est pile poil au bon moment pour en parler. C'est le moment où on abandonne un petit peu nos résolutions de nouvel an. Et justement, le biais du temps présent, c'est le fait qu'on soit focalisé sur ce fameux temps présent et qu'on reporte nos efforts au lendemain parce que les efforts immédiats vont nous sembler hyper coûteux par rapport à des bénéfices assez lointains. Et donc là, on voit bien le lien avec
la protection de l'environnement ou les efforts, le plaisir au quotidien par rapport à un futur qu'on a un petit peu du mal à voir et qui est en tout cas assez lointain. Le 5e biais, c'est celui de la disponibilité mentale. Quand on fait un choix, généralement, les idées qui viennent en premier en tête, c'est celles qui vont avoir le plus de poids. Alors, généralement, l'environnement, ce n'est pas quand même ce qui va venir tout de suite en tête quand on prend une décision, ou en tout cas pas pour tout le monde, quand on prend une décision quotidienne. Et le dernier biais, il est assez connu, c'est l'affect. Les images fortes et simples sont un déclencheur assez puissant d'émotions, plus que l'accumulation de faits, alors que la protection de l'environnement, c'est quand même un sujet assez complexe. Donc, le nudge va venir agir sur ces biais-là, en complément de tout ce qui peut être fait en termes d'information et de pédagogie, qui reste important, évidemment. Et ça peut sembler comme ça un petit peu ludique, mais ça a démontré ses preuves sur des actions avec beaucoup d'impact, notamment sur la lutte contre l'obésité, pour le don d'organes ou pour faire baisser des consommations d'eau et d'énergie. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, encore une fois, très pratico-pratiques pour vous donner un petit peu peut-être des inspirations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore nos bureaux à l'office, je vous présente notre photocopieuse du 2e étage, parce que finalement, rien que le fait de faire automatiquement une impression noir et blanc recto verso comme critère obligatoire d'impression, c'est ce qu'on appelle le choix par défaut. Si j'ai envie d'imprimer en recto, simple, couleur, je peux encore le faire, mais ça va me demander une manipulation. Le fait de mettre en place un choix par défaut pour sa clientèle, ça agit comme une recommandation implicite. Et donc, ça va faire en sorte que les personnes vont maintenir ce choix-là plutôt que faire l'effort de faire un choix différent. Ici, vous avez une facture d'électricité où votre consommation est comparée à la consommation de vos voisins. Et généralement, on n'a pas envie de faire moins bien que ses voisins. C'est le nudge de la norme sociale. Vous activez un comportement souhaité en communiquant l'info sur le comportement des gens. On le voit souvent en communication si, par exemple, vous avez des infos comme 95% de la clientèle a choisi l'offre responsable, enfin, je dis quelque chose vraiment au hasard, et que vous êtes en posture de prendre un choix, ben, généralement, si vous avez ce genre de données à côté, ça va vous encourager à prendre cette même décision que celle de la majorité. On est ici à l'aéroport de Copenhague pour regarder le nudge de la science. Ils avaient un problème à l'aéroport de Copenhague, c'était que les personnes ne respectaient pas la zone fumeur et allaient fumer un petit peu n'importe où jusqu'au moment où ils ont pris vraiment des gros stickers évidents qui ont été bien mis en place à l'aéroport. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, l'image qui vous saute aux yeux, elle intervient pile au moment où vous devez faire votre choix, où vous devez prendre votre décision. Et c'est ça qui est assez pertinent, c'est à quel moment est-ce que vous faites apparaître cette image. Et plus c'est au bon moment et plus l'info est simple, plus le message va être efficace. Un autre nudge ici, ça fait longtemps qu'on ne les voit plus, nous, ces sacs en plastique. Et oui, on continue à voyager. Là, on est dans la région de Washington, où ils ont fait une expérimentation. À une partie de la clientèle, ils ont proposé un bonus de 5 centimes pour ne pas utiliser de sac. Et à un autre groupe, ils ont mis une taxe de 5 centimes s'ils demandaient un sac. Et en réalité, même pour un montant aussi petit que 5 centimes, il y a un concept économique qui est l'aversion à la perte. Vous n'avez pas envie de perdre, même si c'est aussi peu d'argent. Donc, le fait de donner un bonus n'a absolument servi à rien par rapport au groupe test, alors que de taxer, oui, c'est le nudge de la micro-incitation. Avant-dernier exemple, ici, on est sur le nudge de la réciprocité et de la reconnaissance avec une expérimentation qui a eu lieu dans 4 pays d'Afrique et qui consistait à favoriser la distribution de préservatifs pour lutter contre le VIH en passant par les salons de coiffure. Dans le premier groupe de salons de coiffure, ils ont mis aucune incitation pour avoir un groupe test. Dans un deuxième groupe, il y a eu un pourcentage sur les ventes qui a été donné au propriétaire du salon de coiffure. Et dans le dernier groupe, il y a eu un présentoir à l'extérieur du salon qui permettait de montrer la contribution du coiffeur. Et il s'avère que ça a été ça le plus efficace.
l'impact de la reconnaissance a été beaucoup plus fort que l'incitation financière, puisque montrer à votre communauté que vous êtes des gens bien, que vous avez une implication dans ce programme vertueux et une motivation qui est bien plus efficace pour inciter au changement de comportement. Et c'est un peu comme aussi le pré-engagement. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous ne voulez pas être dévalorisé devant les autres en ne le faisant pas. Un petit dernier pour la route, on est au métro de Stockholm avec cet escalier musical qui a évidemment incité les gens à faire un petit peu plus de sport qu'en prenant l'escalator. Et donc, c'est vraiment là pour le coup le jeu sur les émotions. Donc, en résumé, on a vu ensemble 6 nudges qui peuvent être appliqués aussi dans vos institutions, dans vos lieux événementiels, dans vos hébergements et autres, pour venir, par des méthodes un petit peu ludiques, aller chercher un comportement un peu plus vertueux de vos clientèles. Donc, on avait vu le choix par défaut avec l'exemple de l'imprimante, la norme sociale avec la facture d'électricité, la science avec l'aéroport de Copenhague, les micro-incitations avec les sacs en plastique, la reconnaissance avec les salons de coiffure et l'affect avec l'escalier musical. Et en conclusion, il y a juste quelques conditions de succès pour mettre en place un nudge. Le premier, c'est de vraiment comprendre le comportement qu'il faut changer et quelle est la cause de ce comportement, qui peut vraiment être différent. Donc, ça passe par un petit peu d'observation de sa clientèle. Le deuxième, c'est être vraiment assez précis aussi sur le nouveau comportement qu'on a envie de faire arriver. Donc, quel est exactement le changement qu'on veut voir opérer? Évidemment, être créatif reste la clé tout en faisant simple et en testant avant de l'implanter de le généraliser, on va dire, sur toute sa clientèle. On va passer à présent sur une deuxième partie que je vais animer avec Nour sur la communication et la mobilisation plutôt en interne cette fois-ci, même si évidemment le nudge peut aussi être déployé en interne. Et sur la base de notre expérience, de ce qu'on a pu mettre en place aussi à l'office, on voulait commencer par quelques petites questions introductives. Alors, vous avez ici 4 questions qui nous semblent à nous assez intéressantes à se poser avant de mettre en place une sensibilisation interne sur les enjeux de développement durable. La première question, c'est les messages qui sont portés par la direction sur ces sujets-là. Et ce qu'il y a derrière cette question, c'est que le portage de la part de la tête de l'entreprise est très important. C'est évidemment important d'avoir un ou une référente RSE dans son entreprise qui va porter les missions, l'opérationnel, etc. Mais le portage des messages clés et de l'ambition au niveau de la direction reste important. Qui porte déjà un intérêt personnel ou professionnel en interne sur ces sujets. Là, il est plutôt question de pouvoir se créer un réseau d'alliés en interne et de ne pas avoir juste une seule personne qui va porter les actions RSE dans la structure, mais de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui soit ont un intérêt personnel et donc vont retrouver du sens à le faire aussi dans leur lieu professionnel, ou un intérêt professionnel parce qu'ils peuvent bénéficier par exemple d'une formation et vont du coup, eux aussi, voir l'intérêt de changement de mission en intégrant de la RSE. Parce que si tout ne repose que sur une seule personne, le risque est que le jour où cette personne quitte la structure, toutes les actions en termes de RSE retombent comme un château de cartes. Quels outils de communication sont déjà disponibles? Le fait de pouvoir vous appuyer sur le rendez-vous team building qui déjà existe tous les ans ou ce canal de communication que vous avez déjà en interne et de venir y rajouter des messages de sensibilisation sur la RSE, c'est évidemment beaucoup plus efficace que d'avoir à créer des outils ou des moments ad hoc. Et enfin, quels temps peuvent être dédiés à la sensibilisation puis à l'exercice de ces nouvelles missions? C'est plutôt aussi ça un message qu'on donne parce qu'évidemment, il y a du temps, c'est du temps de sensibiliser. Nous, on le sait assez bien avec nous, mais c'est nos missions, donc c'est plus simple, mais c'est du temps aussi pour mettre en place ces missions par la suite et c'est aussi bien de l'avoir en tête. Alors, quels sont les objectifs d'une communication interne sur les enjeux de développement durable? Alors, on en a identifié 4. Évidemment, créer une dynamique interne. Assez fédératrice, nous on le voit, ça permet aussi d'avoir des objectifs communs et de les mener ensemble ou de mener des actions transversales comme le mentionnait Olivier en introduction.
Ça permet évidemment d'engager tout le monde dans des pratiques éco-responsables qui vont être soit mises en place dans la vie perso, soit dans la vie professionnelle, et du coup, par exemple, participer à baisser collectivement des consommations de ressources comme des émissions de CO2, des déchets, de l'eau, de l'énergie à l'échelle de l'entreprise. Enfin, ça permet, je le disais même dès le premier, mais de faire participer des salariés à une réflexion commune et stratégique à l'entreprise, et aussi de les tenir au courant de l'évolution des projets par une vision commune et des objectifs partagés. Et évidemment, ça nous prépare aussi à l'évolution de nos métiers qui sont évidemment complètement dépendants de ces sujets-là. Quels avantages là-dessus? De la motivation, de la satisfaction de travailler dans une structure éthique, de retrouver des missions avec du sens. Ces avantages-là, on ne les a pas inventés, on les retrouve dans beaucoup d'études avec des pourcentages assez forts. On n'a pas voulu vous mettre ce matin parce que souvent les chiffres comme ça, on finit par s'y perdre, mais il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Du bien-être en entreprise, des missions innovantes, le fait de pouvoir monter en puissance sur des thématiques de demain et évidemment de favoriser la transversalité avec des potentielles économies budgétaires. J'ai beaucoup parlé, mais je vais bientôt laisser la parole à Nour. Juste, je voulais vous dire, une des choses qui est très intéressante à faire aussi au tout début de ce type de mission, c'est de commencer par faire une enquête interne pour connaître l'envie, les freins, la sensibilité de ces équipes sur ces sujets-là et peut-être des besoins, comme des besoins de formation. Tous les freins ne sont pas les mêmes. On ne répond pas la même chose à une personne qui va vous dire qu'il n'a pas le temps de traiter ce sujet-là ou que c'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Ce n'est pas forcément la même approche qu'il faut avoir derrière. Donc, c'est pas mal de commencer par cette enquête pour bien connaître en tout cas la sensibilité de ses collaborateurs sur ces sujets-là. Alors maintenant, justement, on va parler sensibilisation. Donc, comment et pourquoi sensibiliser? Alors, on sensibilise pour créer une prise de conscience collective, pour embarquer les équipes vers un même projet et essayer de faire en sorte que à peu près toutes les personnes aient le même degré de maturité sur le projet. Donc, la sensibilisation, là encore, on s'est appuyé sur plusieurs documents méthodologiques qu'on vous partagera à la fin. On a identifié 3 leviers pour permettre de sensibiliser les équipes. Donc, tout d'abord, pour être sensibilisé à un sujet, il faut comprendre la source du problème et comprendre pourquoi il est important d'agir. Donc là, on vous a donné l'exemple de l'effet de serre qui résulte des émissions de CO2 qui sont dues aux activités humaines et qui causent du réchauffement climatique. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de comprendre quelles sont mes options pour réduire ce problème à mon échelle. Donc, pareil, un exemple parmi tant d'autres, je peux utiliser les transports en commun pour réduire mon empreinte. Et enfin, de mesurer cette action pour avoir un argument concret derrière. Prendre une navette ou les transports en commun, ça peut me permettre d'éviter de réduire mes émissions d'1 tonne. Donc, j'ai compris pourquoi c'était important de changer mon comportement, j'ai compris quel était le souci, comment je peux agir là-dessus, et je peux agir là-dessus avec cette action-là qui me permet d'éviter une émission d'1 tonne. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on sensibilise, il faut essayer d'éviter le catastrophisme, de faire culpabiliser, c'est vraiment pas le but, mais au contraire d'utiliser des données factuelles qui sont scientifiques, valides, tout en intégrant des éléments de jeu, donner envie d'agir en développant un intérêt par la curiosité, par le jeu. Donc, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça peut se traduire? Donc, on vous a donné plusieurs idées d'actions de sensibilisation. Par exemple, organiser des ateliers thématiques en intelligence collective. C'est important de mobiliser ces équipes, de prendre le temps de se questionner les uns les autres autour d'un moment dédié. Donc là, on a mis, pareil, un exemple parmi tant d'autres, du photolangage autour des 17 objectifs de développement durable. Pour rappel, les objectifs de développement durable, ils portent bien leur nom. Ce sont des objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies en 2015 à horizon 2030 pour un monde plus juste, plus vertueux, etc. Et là, le but, ça va être justement d'afficher les logos, des images en lien avec ces 17 objectifs et de laisser les salariés, les coéquipiers s'exprimer autour de ces sujets. Qu'est-ce que ça leur inspire? Est-ce qu'ils ont des idées d'action autour de ça, etc.
Vous pouvez aussi participer à des événements, des expositions, théâtre, etc. Nous, récemment, à l'Office, on a participé, par exemple, à l'expo théâtre participatif Réchauffe l'ambiance par la planète de Cap Science, qui est super. Je ne veux pas être très objective, mais voilà, c'est un très bon moyen de prendre conscience des enjeux du réchauffement climatique de façon ludique. Et après, vous avez les célèbres fresques du climat, fresques Océane, qui là aussi vous permettent de prendre conscience du réchauffement climatique, mais toujours de façon assez ludique et de donner surtout des pistes d'action aux collaborateurs, collaboratrices. Et après, il y a aussi tout ce qui est conférences, colloques, projections de films. Donc là aussi, on vous a mis des petites références pour prendre conscience de ces enjeux majeurs, toujours dans un aspect convivial autour de ces sujets. Alors, après l'étape de la sensibilisation vient la formation. C'est vraiment très complémentaire. J'ai compris d'où vient le souci, j'ai des idées d'action, mais là, le but, c'est vraiment de monter en compétences, de développer une certaine expertise pour pouvoir l'intégrer dans mes missions professionnelles et se préparer à l'évolution de nos métiers. Donc là, le but, c'est bien de former l'ensemble des équipes, mais on a néanmoins cité des acteurs clés au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment aussi à vous de faire ce travail en interne, de voir quels sont les acteurs clés au sein de votre entreprise. Je ne vais pas tout citer parce qu'on est un petit peu timé, mais vous avez par exemple les acheteurs, acheteuses. Donc là, pourquoi c'est important? Parce que c'est ces personnes-là qui vont être garantes d'intégrer des nouveaux critères de développement durable dans la politique achat. Vous avez les commerciaux, les premières lignes qui s'occupent et qui se chargent de valoriser vos engagements auprès de votre clientèle à travers des réponses à des appels d'offres, etc. Et après, vous avez bien entendu les communicants, communicantes qui là communiquent sur les engagements de l'entreprise via les divers canaux de communication. On a mis les managers parce que c'est important que les managers, les responsables de service soient aussi bien formés sur ces enjeux pour qu'ils puissent répondre aux interrogations de tous les salariés, des nouveaux arrivants, etc. Et après, on vous a mis des exemples de ressources pour des formations. Vous pourrez consulter ça lors du replay à tête reposée, où là, vous pouvez identifier selon vos sujets d'affinité, là où vous avez plus ou moins besoin justement de monter en compétences. Toutes ces ressources sont à vos dispositions. Et de même que pour la formation, sur cette dernière étape qui est celle de l'ancrage du changement par l'action, vous aurez évidemment le PDF pour consulter ces idées. Alors, c'est vraiment, nous, des idées qu'on a eues à l'Office. Donc, on vous partage notre réflexion ouvertement parce que c'est aussi des choses qui peuvent être appliquées ailleurs, mais c'est vraiment, voilà, nous, la réflexion qu'on avait mise en place. La dernière étape, après la sensibilisation et la formation, c'est comment est-ce que je vais pouvoir traduire tout ça dans l'action et comment mettre en mouvement ma compréhension des enjeux de développement durable par des actes qui vont venir consolider ces convictions-là, mais en tout cas être partagées aussi en interne. Alors, ça peut être, par exemple, de se réunir entre salariés sur un temps de team building, faire intervenir des associations locales qui travaillent sur ces sujets-là. Ça peut être d'avoir une journée par an dédiée à du mécénat qu'on peut réaliser dans une association aussi, ou des challenges internes avec, par exemple, des bourses cadeaux, des bourses de livres, des rallyes de développement durable dans la ville, participer collectivement à des courses comme Run for the Planet dont les bénéfices sont reversés ensuite à des associations. Ça, c'est une course qui a lieu à Bordeaux tous les ans. Il peut être possible aussi de faire des concours internes avec la mise en place d'actions de solidarité. Une dernière étape, une dernière idée qui nous semble aussi intéressante, c'est le fait d'écrire sa charte RSE en interne avec ses salariés. Parce que souvent, ça va permettre de pouvoir venir agréger les valeurs de l'entreprise avec la vision que chaque salarié va en avoir et des idées d'action qui peuvent découler derrière. Ou alors de mettre en place un kit des éco-gestes pour les nouveaux arrivants. Enfin, tout ce type d'actions qui peuvent se structurer et qui sont à la fois bénéfiques en interne, mais aussi en externe. Parce qu'une fois que vous avez fait votre charte RSE, elle peut aussi être communiquée auprès de vos clients. Dernière étape, communiquer sur toute cette démarche en interne. Alors là aussi, c'est très important pour justement garder ce fil conducteur, embarquer tout le monde dans les projets.
Ça permet aussi de donner la parole, à toutes les personnes qui souhaiteraient proposer justement des activités de développement durable, voilà, en lien avec ces sujets. Ça permet aussi de partager les premiers résultats, de valoriser les efforts qu'on fait en interne, comme là, par exemple, Julie parlait de participer à des courses, à des événements caritatifs, de faire du mécénat. C'est très valorisant aussi de faire le retour d'expérience sur ces choses-là. Et donc, pareil, on vous a mis des exemples d'outils à mettre en place, que nous, on a pu mettre en place aussi en interne à l'Office de tourisme, avec une newsletter interne, avec une veille d'actualité de ce qui se passe par service, le calendrier des rendez-vous, les résultats justement de nos engagements. Un accueil aussi qui est dédié aux nouveaux arrivants, qui est hyper important euh, pour intégrer justement ces démarches de développement durable, expliquer la culture de l'entreprise, la raison d'être, quel bon geste appliquer justement au travail pour réduire son impact, toutes ces choses-là. Communiquer sur les manifestations nationales auxquelles on pourrait participer, comme par exemple la semaine du développement durable, et évaluer aussi la performance par des indicateurs, et notamment, pourquoi pas faire des enquêtes de satisfaction internes qui sont qualitatives pour mesurer justement le ressenti des coéquipiers, coéquipières, pourrait faire évoluer les actions et avoir un retour d'expérience. Et voilà, on a fini avec cette partie qui était assez riche. Donc voilà, encore une fois, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay qui sera disponible. Là, je vais laisser la parole à Sophie Duprat-Kaouré, qui travaille à la Mona, qui va vous expliquer et vous révéler la face cachée du numérique. Merci beaucoup, Nour. Bonjour à tous. Merci déjà à l'Office de Bordeaux pour cette invitation et enchantée de vous voir en visio. Alors, en effet, je travaille au sein de la MONA, qui est la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Grosso modo, on est une association qui a pour objectif de stimuler les individus et les territoires. Donc, en gros, au quotidien, notre mission, c'est d'être la tête de réseau des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine et des territoires associés. Pour vous donner une idée, ça représente à peu près 170 structures qui sont sur la totalité de la région. Et on a également la particularité d'être un organisme de formation. Et donc, on forme tout ce réseau, un petit peu comme on l'a vu précédemment, sur les différentes thématiques pour qu'ils puissent tout simplement engager au quotidien des actions qui soient plus responsables et plus durables. Et nous, on est une structure qui s'est engagée sur les différentes thématiques que vous avez vues précédemment. On a fait les mêmes constats qui vous ont été partagés par l'Office de tourisme de Bordeaux. Et au sein de notre structure, on est 13 salariés. On a essayé d'améliorer au mieux nos actions, mais il nous restait un grand défi, c'est celui du numérique. Parce que suite à la crise sanitaire, etc., on s'est rendu compte que notre outil professionnel principal était le numérique et que derrière se cache en fait toute une face cachée dont on ne se rend pas compte au quotidien et qui ne cesse d'évoluer. Ici, je vous ai mis quelques chiffres que vous pouvez retrouver du coup dans le guide de l'ADEME sur la face cachée du numérique. Et ça vous montre très bien que ce numérique, il a un impact sur l'environnement. Il émet tout simplement des gaz à effet de serre qui représentent à l'heure actuelle à peu près 4% de la totalité des gaz à effet de serre. Et c'est surtout que ça ne cesse d'augmenter parce que aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements. On est constamment connecté, que ça soit à travers les box, en Wi-Fi, en 4G, etc. Et puis surtout, on a des usages qui ne cessent d'augmenter, des mails, de la visio, tout simplement des films, etc. Que ça soit dans notre quotidien personnel ou professionnel, ce numérique, il est vraiment devenu omniprésent. Et il faut savoir qu'il n'est pas si caché que ça parce que le numérique, il a un vrai impact et surtout, il a un vrai potentiel qui représente à peu près 15 000 kilomètres en moyenne qui sont parcourus par une donnée numérique. Alors, comment sont parcourus ces 15 000 kilomètres ? Tout simplement, ici, je vous ai mis le petit schéma d'une requête web pour bien comprendre comment ça fonctionne. Tout simplement, quand vous vous rendez sur Internet, que vous faites appel à un moteur de recherche, peu importe le moteur en question, que ce soit Safari, Google, Firefox, etc. Vous cliquez simplement sur cette fenêtre
Et pour afficher cette fenêtre, il va y avoir un fluide d'informations qui va aller au data center du moteur de recherche qui va vous afficher la page d'accueil. Ensuite, vous rentrez votre recherche, vos mots-clés. La même chose, l'information passe jusqu'au data center pour vous renvoyer les résultats de recherche. Puis, vous allez cliquer sur le lien qui vous intéresse. Et à ce moment-là, encore une opération, celle du data center du lien en question, qui va vous afficher la page web. Ecosia fonctionne exactement de la même façon. Je vois la petite question. Tous les moteurs de recherche, en fait, on ne s'en rend pas compte. Ça se passe en quelques millièmes de seconde et ça nous paraît bien souvent totalement virtuel, mais c'est bien du réel. Votre box Internet, elle est reliée en filaire à un routeur qui lui-même est relié en filaire jusqu'au data center, que ce soit par la fibre, etc. Quand on envoie un mail, c'est exactement la même démarche. Vous avez un mail qui va jusqu'au data center de votre fournisseur d'accès, mais qui va jusqu'à votre destinataire, qui n'a pas forcément le même fournisseur d'accès, et donc qui va potentiellement faire appel à un data center différent. Au total, 15 000 kilomètres sont parcourus et c'est relativement important puisque toute cette donnée, elle transite et elle a bien évidemment un impact en termes d'énergie, mais le numérique, il a également d'autres impacts qui peuvent être environnementaux ou sociaux. Ici, je vous ai mis quelques images, hein, ce n'est pas les plus joyeuses, mais tout simplement, le numérique, il fonctionne avec des équipements. Ces équipements, ils contiennent des métaux qui sont extraits dans des minerais où les conditions de travail sont bien souvent déplorables. Hein, c'est la vraie réalité. Rien que dans nos smartphones, il y a des métaux qui aujourd'hui sont très rares. Il y a de l'or, il y a du tantal, etc. Et on a de plus en plus une raréfaction de ces métaux. On a des conditions d'extraction qui sont difficiles, qui font appel tout simplement aussi à des mafias, des vols, etc. On a aussi l'étape de fabrication de ces métaux qui est relativement importante. Et puis, on a tous ces data centers, comme vous pouvez le voir en bas, qui sont ces gros ordinateurs qui vont stocker toute la donnée. Et cette donnée, elle va circuler par des câbles. Et ça, c'est l'image de droite, c'est le petit bateau qui fait tout simplement transiter les différents câbles que vous retrouvez et qui sont un petit peu éparpillés partout dans le monde. Et ces câbles qui font circuler l'information, ils sont de plus en plus gérés par ce qu'on appelle les GAFAM, donc les fameuses grandes entreprises du web, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon ou encore Microsoft. Et aujourd'hui, ce sont de véritables géants qui un peu monopolisent notre économie du numérique. Donc, on voit véritablement qu'il y a des impacts tant de l'ordre environnemental, de l'ordre social que de l'ordre économique. C'est un très très bref aperçu, mais derrière, il y a énormément de choses que implique le numérique. Hein. Par exemple, j'aurais pu vous dire que ces câbles, ils font près de 30 fois le tour de la Terre, ce qui est relativement important, on ne s'en rend pas compte. Il y a énormément de reportages. L'Office vous a donné là, pas mal de ressources, mais sur le numérique, vous les avez aussi en lien de cette présentation et vous allez pouvoir y accéder. Et pour tout simplement agir et essayer de limiter ces impacts, on va pouvoir mettre en place une démarche de numérique responsable. Et le numérique responsable, ça correspond tout simplement aux démarches que l'on a vues précédemment, mais adaptées au secteur du numérique. Et ça consiste à utiliser cet outil pour à la fois créer de la valeur économique, donc l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, le numérique, il a de formidables opportunités dans le domaine de la santé, de la médecine, etc. On va aussi essayer de réduire l'empreinte du numérique et pour ça, on va tout simplement mettre en place de bonnes actions et on va aussi tout simplement participer à cette valorisation du numérique. Et concrètement, pour le faire, on va tout d'abord se sensibiliser et se former à cette thématique du numérique responsable. Il y a des documents sur l'ADEME, il y a des cours en ligne sur l'Institut du numérique responsable qui sont accessibles à tous, dont un petit cours de sensibilisation de 30 minutes que je vous recommande. On va aussi chercher à mesurer ces différentes consommations, la consommation à la fois de ses équipements, de son ordinateur. Est-ce que mon ordinateur pollue beaucoup? Est-ce que j'éteins bien mes écrans, mes doubles écrans à la fin de la journée? Est-ce que ça sert vraiment de laisser ma box allumée quand je pars en vacances ou quand il y a une période d'inactivité dans les bureaux?
On va essayer aussi de limiter et de faire durer son matériel. Ça, c'est vraiment l'action à retenir quand on parle de numérique responsable. Éviter à tout prix de succomber aux tendances et aux modes. Essayer de conserver son smartphone le plus longtemps possible. La même chose pour les équipements qu'on a au travail, voire même, pourquoi pas, optimiser ces équipements, faire en sorte qu'on ait un seul, par exemple, téléphone qui puisse servir pour le professionnel et pour le personnel, qu'on peut distinguer avec, par exemple, 2 cartes SIM. Ça permet d'avoir un seul équipement et ainsi de le faire durer sur un long terme. On va essayer d'acheter de façon responsable, faire attention aux labels sur le numérique qui existent pour essayer d'avoir le moins de consommation possible, pour avoir des mises en veille automatiques, etc. On va essayer de concevoir ces produits numériques de façon responsable et donc prendre des abonnements Internet chez des fournisseurs d'accès qui proposent une offre différenciante, essayer, quand on crée un site web, d'aller bien réfléchir aux besoins du client pour essayer de mettre uniquement ce dont on a besoin et ne pas surconsommer de l'information. Le numérique responsable, c'est aussi la sécurisation de l'information et le fait de rendre ces données accessibles à tous, au plus grand nombre. Donc vraiment, essayez d'éviter à tout prix ce que vous avez sur cet écran, par exemple, c'est-à-dire une écriture jaune sur un fond blanc. Ce n'est pas forcément lisible pour tous, donc ce n'est pas forcément accessible pour tous. Et puis, sécuriser son utilisation et les données qu'on met à disposition, hein. Vous le savez, on a des réglementations en France et c'est une véritable chance, dont la réglementation pour la protection des données. Donc, expliquer au maximum, quand on récolte une donnée, à quoi elle va servir et ce qu'on va pouvoir en faire. On va aussi optimiser l'utilisation de ces outils au quotidien. Éviter entre midi et 2, par exemple, de laisser allumer tous ces ordinateurs, de laisser charger ces équipements plus que de raison. Et puis, limiter les flux de données, limiter son envoi de mail, limiter son stockage sur Internet, etc. On va aussi pouvoir recycler et assurer la fin de vie du matériel pour qu'il finisse entre de bonnes mains et qu'on puisse réutiliser tous les métaux qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et enfin, on peut également qualifier ces actions et communiquer tout simplement sur les différents engagements qu'on a. C'est la même chose que vous avez vu précédemment. Communiquer, avoir une communication différenciante, plus responsable, et ceci jusque dans ces outils numériques. C'était les quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Nous, à la Mona, on explore de plus en plus ce sujet et on essaie de s'engager. Et donc, si vous voulez plus d'informations, on a notre site internet monatourisme.fr sur lequel on met beaucoup de données en accès libre. Et puis, bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question. Et du coup, je passe la main à Loïc qui va rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque vous allez voir, le numérique peut se traduire même sur les réseaux sociaux. Merci Sophie. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. Du coup, Loïc Graniczny, je suis en charge de l'animation des réseaux sociaux loisirs francophones de la destination. Donc, je vois qu'il me reste à peu près 5-10 minutes. Donc, nous, on s'est également forcément engagé dans le social media éco-responsable depuis le milieu de l'année 2021. Depuis décembre, pour être exact. Notre but, c'est de réduire la pollution numérique générée par l'usage des réseaux sociaux, qui est un usage qui est aujourd'hui très important, et même pour toutes les destinations. Donc, mise en place d'une ligne éditoriale responsable qui s'est faite via une coopération en fait, avec l'agence bordelaise My Destination. En fait. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Ils ont fait un état des lieux de tout ce qu'on avait fait sur les réseaux sociaux, en fait, durant l'année 2020, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Et à partir de cet état des lieux, on a pu construire une ligne éditoriale éco-responsable qui garantit, en fait, une harmonie entre nos différents contenus, le ton qu'on va utiliser, les sujets qu'on va valoriser, et toujours en intégrant la durabilité et l'équilibre dans ces différentes parties. Donc, vous pouvez voir à l'écran mon tableau de modération, en fait, que j'utilise au quotidien
pour m'inspirer, pour créer du contenu, mais également pour répondre aux commentaires, avec également sur le côté tout le contenu éditorial qu'on produit et qui peut être réutilisé pour les réseaux sociaux. Pour construire une ligne éditoriale éco-responsable, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est définir ses objectifs. Nous, à Bordeaux Tourisme et Congrès, nos objectifs, ils étaient très clairs. C'est un objectif de notoriété, visibilité de la destination, un objectif d'interaction. Par les interactions, j'entends les commentaires, les likes, les partages, un objectif de vue de vidéo et également un objectif de trafic. Parce que quand on lance des campagnes sponsorisées, l'objectif, c'est aussi de renvoyer le visiteur vers notre site amiral, bordeaux-tourisme.com. Après, en deuxième étape, on a sélectionné les sujets d'intervention durable sur lesquels on pouvait communiquer. Également, on a fait tout un travail sur le ciblage des audiences qui nous intéressent, sur le ton qu'on adopte en fonction de l'audience. On ne va pas parler de la même manière aux 25-35 ans qu'aux seniors, par exemple, et en fonction de quelle zone géographique ils viennent aussi. Et on a fait un travail aussi sur le rythme des publications, parce que l'éco-responsabilité, c'est aussi faire moins, mais mieux. Il vaut mieux faire moins de publications, mais avec un message plus travaillé. Donc, comment est-ce que ça se passe au quotidien? Ça, c'est la partie sur laquelle je voulais prendre un peu de temps avec vous, parce que c'est intéressant. Moi, quand je publie quelque chose, mon cerveau est découpé en trois parties. Il y a la partie format, il y a la partie fond et il y a la partie thématique. Tout d'abord, la thématique. Le but, c'est de valoriser des sujets qui sont authentiques, qui sont liés au tourisme durable, de valoriser par exemple des acteurs engagés, de valoriser l'accessibilité à la destination, tous les types de personnes, de valoriser aussi nos espaces naturels, les micro-aventures, notre artisanat, nos produits locaux. Bref, il y a plein de sujets qu'on peut valoriser en lien avec le développement durable. Donc, une fois que j'ai fixé ma thématique, je pense au format. Le format, Nour et Sophie en ont déjà parlé, il y a des formats qui émettent plus de gaz à effet de serre que d'autres. Donc, on va éviter dès qu'on peut le format vidéo, même si la vidéo, c'est devenu sacré pour les réseaux sociaux. Ça reste quand même le format qui pollue le plus. Donc, dans l'idéal, on va plus travailler sur des images, on réduit le poids des images et on va aussi travailler sur des éco-gestes. Ça, c'est la troisième partie, c'est sur le fond. Si je reste sur les formats, l'idéal, donc vous poussez les images. Entre les deux, vous avez les URL et au plus polluant, du coup, vous avez la vidéo. Nous, comment dire, quand je parle des vidéos, on a dû aussi faire un tri sur notre vidéothèque. Souvent, moi, ce que je conseille, c'est de regarder sa vidéothèque Facebook, sa vidéothèque Instagram. Parfois, on a des vidéos qui remontent jusqu'à 10, 12, 13 ans, qui ne sont plus du tout d'actualité. On peut les supprimer parce que ça fait tourner des serveurs inutilement. C'est parfois même plus en adéquation avec notre message, donc on peut faire un tri là-dessus. Sur le format, je conseille aussi de travailler son modèle de page Facebook, éviter à tout prix les pages Facebook où il y a une bannière, et la bannière, c'est une vidéo qui tourne en boucle. Il vaut mieux choisir une image. Je referme la parenthèse sur les formats. Et donc, troisième sphère, c'est les éco-gestes. Quand j'ai ma thématique, mon format, je me dis comment je peux accompagner le visiteur qui va venir à Bordeaux et être dans la pédagogie et lui donner des petites idées pour être à l'équilibre sur la destination et pour générer le moins de pollution. Eh bien, c'est des petits éco-gestes qui vont s'accumuler et qui vont avoir des impacts positifs. Par exemple, des éco-gestes sur la gestion des déchets. Sinon, tu peux avancer un tout petit peu sur le diaporama, s'il te plaît. Voilà, gestion des déchets, vous voyez la publication par exemple sur le jardin botanique, juste indiquer où sont situés des bacs pour le tri. C'est tout simple, on n'y pense pas forcément, mais ça permet de préserver les lieux. Il y a également des éco-gestes, si on peut avancer sur notre diaporama, sur les mobilités douces, valoriser bien sûr les transports en commun. Vous pouvez voir là où il y a le château, les Carmes-Aubryon. J'ai mis un petit trèfle où j'indique où se trouve le tramway.
Parfois, j'indique l'arrêt de bus, la possibilité de faire du covoiturage, etc. C'est juste, en fait, donner une idée. Et quand l'idée est en tête, bien, ensuite, ça peut germer. Également, valoriser toutes les pratiques de respect de l'environnement, les associations qui sont bien souvent très actives sur le terrain. Et tout ça, ça a un petit côté vertueux et ça aide à inspirer le visiteur qui va venir sur notre territoire. Donc ça, c'est toute cette mise en pratique, sachant qu'il y a aussi tout un travail de modération. Qui dit réseaux sociaux dit transversalité. C'est le but même des réseaux sociaux. Et quand les internautes échangent avec nous, eh bien sûr, je leur réponds et j'essaie d'intégrer ce concept de durabilité dans mes échanges avec les internautes, toujours avec des éco-gestes, des compléments d'information pour aider en fait. L'idée, c'est de montrer que c'est facile en fait d'être durable et c'est vrai, ça l'est. Il faut juste le montrer. Donc, dernière partie, c'est l'analyse des résultats parce que quand on communique, tout bon communicant se doit de faire un bilan sur ce qu'il fait pour pouvoir s'améliorer en permanence. Donc, notre agence My Destination analyse tous les trimestres, sur tous les trimestres, nos réseaux sociaux. Et à chaque trimestre, on va avoir un progrès score. Vous voyez, ça se présente comme ça sur l'écran, une note qui va de A à F. Plus on se rapproche du A, mieux c'est. Plus on se rapproche du F, plus il y a de travail et d'amélioration à faire. Donc là, vous avez à l'écran le progrès score de notre dernier trimestre. Donc, comment il fonctionne ce progrès score? En fait, l'agence va analyser toutes nos publications selon 4 critères. Vous avez le niveau d'engagement qui correspond en fait à notre prise de parole durable, en fait, tout simplement. Vous avez aussi la pollution numérique qui est analysée, les performances vidéo, le nombre de vues et les interactions. Et tout ça, ça va permettre de faire une note globale et de pouvoir s'améliorer sur les prochains semestres. Trimestres, pardon. Donc, les publications qui sont analysées, je tiens à le préciser, ce sont des publications organiques, c'est-à-dire non payantes, et des publications qui sont sponsorisées. Nous, sur notre 4e trimestre, on est très contents parce que 69% de nos postes sont engagés et la pollution numérique, elle a diminué de 46% par rapport au trimestre de l'an dernier. Donc, ça a vraiment porté ses fruits. On a, sur notre dernier trimestre, on a eu une faiblesse un peu plus sur notre note parce que les taux d'engagement avaient baissé suite au changement d'algorithme sur Instagram, sur Facebook. Meta a voulu valoriser au maximum les vidéos et ça a fait chuter les taux d'engagement, vous l'avez peut-être vu sur vos réseaux sociaux, sur toutes les destinations mondiales. Et c'est pour ça que notre note ne s'est pas rapprochée au maximum du A. Mais en tout cas, en matière de durabilité, on y est et on veut encore plus progresser parce que il y a toujours moyen de faire toujours mieux, sachant que l'accompagnement avec l'agence nous permet d'avoir des conseils à chaque fois. Ils analysent les thématiques et ils nous proposent aussi de nouveaux axes, de nouvelles approches. Voilà sur toute cette partie social media. Comment a-t-on accès à son progrès score? Alors, le progrès score, il est fourni dans le cadre de l'accompagnement par l'agence My Destination. Il faut être accompagné par cette agence pour avoir cette analyse. Avec plaisir, Élise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Loïc ou Sophie, peut-être, ou pour nous? Vous pouvez désactiver vos micros et poser vos questions. Ça peut être par le chat aussi. On était si clairs que ça, tous les 4. Bon, très bien. On a affiché là à l'écran des ressources. On va rajouter aussi la ressource qu'a mis Sophie par le chat. Dans tous les cas, on vous enverra évidemment le PDF de cette présentation pour que vous puissiez bénéficier des liens cliquables. Et vous avez évidemment toujours le contact de Nour qui peut vous accompagner dans vos démarches responsables et qui s'affiche également à l'écran. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre présence ce matin. Et à très bientôt. À tous. Merci, bonne journée à vous.